Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. Nous nous réunissons ce matin pour notre première audition de la Commission pour cette 17e législature sur un sujet d'actualité et qui concerne la contribution sportive des militaires aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir le général de brigade Paul Sensé, chasseur alpin et commissaire au sport militaire, qui commande le Centre national des sports de la défense, et Madame Gaëlle Hédon, athlète paralympique, membre du personnel civil de la gendarmerie et vice-championne du monde 2023 en pistolet 10 mètres. C'est une première pour nous, c'est une première pour vous d'ailleurs déjà d'intervenir devant notre commission, et c'est aussi une première pour nous, pour notre commission, d'auditionner le CNSD. Le CNSD, qui est un organisme à vocation interarmée et qui assure l'animation de la pratique des activités physiques, la formation des moniteurs militaires, la reconstruction des blessés et l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, le CNSD accueille en son sein plus de 200 sportifs de haut niveau de la défense. Mes chers collègues, cette armée de champions s'est particulièrement illustrée lors des Jeux de Paris en décrochant 21 médailles lors des Jeux olympiques, dont 4 en or, 25 médailles lors des Jeux paralympiques, dont 6 en or. L'armée des champions, c'est donc un tiers des médailles françaises. Félicitations à l'ensemble des athlètes et aux encadrants pour ce bilan historique et la magnifique image que vous avez donnée de la France et de la communauté de défense. Et je crois qu'on peut les applaudir. Notre audition aujourd'hui permettra de revenir sur ces résultats et d'aborder plus globalement les enjeux et les bénéfices sur la durée pour nos armées, nos athlètes et le sport français de cet engagement olympique et paralympique. Le CNSD, c'est aussi un moyen d'intégration de la jeunesse par le sport et de renforcer le lien nation-armée. Un outil d'excellence au profit de nos athlètes et enfin, un soutien au rayonnement national et international pour nos armées et pour la diplomatie sportive. Nous aurons également sans doute l'occasion d'échanger autour de la contribution du CNSD à la pratique opérationnelle de nos forces. Et en général, vous qui êtes chasseur alpin et montagnard, je ne doute pas que tout ça doit beaucoup vous parler, parce que c'est vrai que les montagnards et les chasseurs alpins, en général, ont toutes les caractéristiques des athlètes de haut niveau, tellement le milieu montagnard est exigeant. Mais nous aurons aussi la chance d'écouter le témoignage et d'en apprendre davantage sur le parcours d'une sportive de haut niveau comme celui de Madame Hédon. L'excellence physique, la résiliation mentale, la discipline et la détermination sont des qualités fondamentales que partagent nos sportifs de haut niveau et nos militaires. Pour toutes ces raisons, nous serons donc heureux de vous entendre. Ainsi, sans plus tarder, mon général, Madame, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci infiniment de votre accueil chaleureux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, c'est effectivement la première fois que, en tout cas, un commissaire au sport militaire depuis 10 ans s'exprime devant la représentation nationale. Et donc, je suis un peu ému, naturellement, et très honoré. Et avec Gaëlle à mes côtés, on va essayer de vous présenter le plus clairement possible un écosystème qui, finalement, a beaucoup d'années d'existence et de pratique, qui s'est rénové après la suspension de la conscription à la fin des années 90, qui s'est donc rénové dans le cadre des armées professionnelles que vous connaissez. Voilà. Je m'adresse à vous en tant que commandant du Centre national des sports de la défense, le CNSD. Plus vulgairement, je parle souvent des sports militaires en général, puisque le CNSD, c'est une toute petite entité de 200 personnes dans la forêt de Fontainebleau, mais qui parle à 350 000 militaires qui pratiquent
dans les 3 armées et la gendarmerie nationale, qui pratiquent évidemment l'entraînement physique. Donc je m'adresse à vous en tant que voilà, commandant du CNSD, mais aussi en tant que commissaire au sport militaire, puisque c'est une attribution qui m'est confiée par un arrêté du ministre des Armées et qui fait de cet officier le représentant des armées vers le monde du sport français et même à l'international vers les interlocuteurs du sport. Voilà. J'ajoute que je suis également désigné comme représentant de la France, monsieur le vice-président, en tant que représentant de la France au CISM, le Conseil international du sport militaire, qui est une entité créée en 1948 à la suite de la Deuxième Guerre mondiale par 4 nations autour de la France. Une association en fait assez originale, mais qui est passée de 5 membres en 1948 à 141 aujourd'hui. Donc c'est en quelque sorte, et pour simplifier, le CIO des militaires, si vous voulez, une instance collective, collégiale, multilatérale, au sein de laquelle les armées françaises parlent avec une certaine autorité. Merci de cet accueil et je mesure la chance et l'honneur que vous me faites, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Et je vais laisser Gaëlle se présenter. Elle appartient au bataillon de Joinville, armée de champions. Elle a concouru brillamment au cours des Jeux paralympiques en pistolet. Elle a obtenu une 5e place. Pour une première olympiade, c'est absolument remarquable. Je la laisse rentrer un petit peu dans le détail. Merci, mon général. Alors, je me présente, Gaëlle Edon. Suite à un grave accident en 2012, je suis devenue hémiplégique et j'ai réussi à me reconstruire par le sport. Sinon, je ne serais plus là en ce moment. Donc voilà, j'ai attaqué le tir en 2017. Et je suis rentrée dans les collectifs de haut niveau assez rapidement l'année qui a suivi. Et donc vice-championne du monde. Et j'ai fait mes premiers Jeux paralympiques là à Paris. Enfin, nous, c'était à Châteauroux. Avec une 5e place. Effectivement, c'est un peu frustrant parce que je passe à pas grand-chose de la médaille. Et cette médaille, malheureusement, je l'aurais donnée au CNSD parce que c'est grâce à eux que j'en suis là. Voilà, ça fait 1 an et demi que j'ai signé avec eux en tant que civile de la défense. Et en parallèle, j'ai aussi repris des études depuis 8 ans en droit pénal et sciences criminelles. Donc voilà, c'est toute une aide très précieuse pour se reconstruire par le sport, mais aussi se reconstruire à côté et se redonner un objectif professionnel par la suite. Merci Gaëlle. Merci d'avoir été si synthétique, alors que tu avais beaucoup de choses à dire. Monsieur le Président, vous avez cité les grandes missions des sports militaires, donc la formation naturellement, la compétition, la reconstruction des blessés par le sport. Alors je vous propose, dans un propos le plus bref possible, de préciser ces différentes missions pour vous permettre de bien les comprendre, les hiérarchiser, même si les Jeux Olympiques et le sport de haut niveau sont la raison première de notre présence ici aujourd'hui. Pour vous permettre de saisir cette logique qui sous-tend les sports militaires, je vous propose de revenir à ce qui constitue vraiment le fondement de notre action, c'est-à-dire la formation et l'entraînement en vue du combat. Ce sera ma première partie. Au commencement était l'école normale de gymnastique de Joinville-le-Pont, créée en 1852. Alors je ne vais pas vous faire un cours d'histoire du sport militaire ou du sport tout court, d'autant plus que les deux sont liés. On peut simplement rappeler que les sports militaires modernes sont vraiment une étape préparatoire dans la formation du jeune soldat. Et on ne construit pas une compétence technique ou tactique dans nos forces armées sans un substrat solide, une capacité d'encaisse, pour être un peu vulgaire, à la fois physique et psychique. Et donc c'est là que les sports militaires jouent leur rôle et que le CNSD, qui forme des moniteurs de sport, eux-mêmes chargés d'entraîner les jeunes engagés et les engagés moins jeunes, joue son rôle. Pour vous donner un ordre d'idée, les forces armées nous confient chaque année 1000 moniteurs de sport qui sont formés ou recyclés au sein du CNSD à Fontainebleau dans toutes les disciplines, et j'ai inclus les disciplines équestres. Donc ils ont pour mission ensuite de transmettre les savoir-faire, de revenir sur les légendes, et Dieu sait qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, dans le domaine du sport, il y avait beaucoup de légendes ou de pratiques franchement nuisibles pour l'organisme. Et donc, ils jouent un rôle en fait d'éducation directe en direction de nos 350 000 militaires
des 3 armées et de la gendarmerie nationale. Nous n'allons pas jusqu'à la pratique de savoir-faire plus techniques tels que le ski, le parachutisme ou la plongée, qui requièrent une condition physique un peu supérieure. En revanche, nous avons ces disciplines au sein de nos équipes de France militaire, et c'est évidemment l'une des fiertés des armées de pouvoir présenter des skieurs de haut niveau ou des parachutistes de très haut niveau qui s'illustrent sur les podiums mondiaux. Donc, je vous ai parlé de la formation du combattant. C'est parce qu'elle est efficacement traitée dans notre école des sports militaires, c'est parce que nos instructeurs sont d'une extrême qualité que depuis la fin du XIXe siècle, les armées peuvent produire des athlètes de haut niveau. Et avec le temps, l'expérience étant engrangée, en 1956, on a créé le bataillon de Joinville, que nous connaissons toujours, qui a changé de visage puisqu'il n'est plus le bataillon de Joinville des conscrits, des appelés de la période de la conscription. Et c'est devenu un bataillon de Joinville professionnel, avec des jeunes gens, garçons et filles, que nous recrutons à partir de propositions des fédérations. Et donc Gaël fait partie de cette cuvée, j'allais dire, de cette formule, qui est une formule gagnante, qui a maintenant à peu près 20 ans d'âge. Et c'est parce que donc, ces sports militaires sont un levier de progrès individuel, sont un levier d'expérience et de capacité opérationnelle pour les armées, que cet effort a été mis sur le Centre national des sports de la défense et les sports militaires en général. Donc c'est bien par ricochet que les armées se sont saisies du sport de haut niveau, parce que finalement elles ont d'autres missions qui sont évidemment prépondérantes, et on pourrait très bien imaginer une autre formule. Voilà. Et c'est parce que, pour la même raison, les armées se sont penchées depuis fort longtemps sur la reconstruction de leurs blessés en opération, que nous avons acquis une expérience de l'usage du sport comme levier de reconstruction, à la fois physique et psychique. Et à force d'apprendre sur ce sujet, nous avons décidé en 2014, donc c'est un peu les 10e anniversaire cette année, en 2014, de faire rentrer des athlètes, des parathlètes, au sein du bataillon de Joinville. Ce qui a permis d'illustrer ou de donner un peu plus de réalité à l'expression armée de champions, que vous devez connaître probablement, qui pendant longtemps a été une formule un peu de communication, et qui aujourd'hui a l'avantage de regrouper à la fois les sportifs de haut niveau de la défense, qui sont labellisés comme tels par le ministère et par le ministère des Sports, et puis ceux qui sont juste en dessous en termes de niveau technique, mais qui s'illustrent malgré tout sur les podiums ou dans les grandes compétitions internationales. Et vous avez un exemple, ou plutôt 3 exemples cette année. Nous avons 3 vétérans des armées, ou plutôt 2 vétérans et un jeune cadre qui est encore d'actif, même s'il est blessé, qui étaient membres de l'équipe de France olympique de volley assis, dont je veux parler de Cyril Chaboun, Thomas Laronce et Guillaume Ducrot. Voilà. Donc ces garçons ne sont pas formellement des sportifs de haut niveau, parce qu'ils n'ont pas atteint le niveau requis, qui est extrêmement élevé, mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont membres, évidemment, de la grande famille des sports militaires et membres également de l'armée de champions. Voilà. C'est ce qui explique que peut-être vous avez pu voir des divergences dans les chiffres. Tout est affaire de périmètre. Vous connaissez cette formule. Voilà, donc au total, un système qui est fondé sur la formation, qui est tourné vers l'opérationnel, qui a fait ses preuves et qui permet donc, de façon un peu par ricochet, d'aller vers l'entraînement de haut niveau et vers la reconstruction de nos blessés par le sport, jusqu'au haut niveau pour ceux qui en ont la capacité et l'envie. Donc cela apporte aux armées et aux forces armées une visibilité supérieure, une visibilité évidemment très intéressante en termes de rayonnement, pourquoi pas de recrutement, même s'il est toujours difficile de faire un lien de cause à effet dans le domaine du recrutement, et aussi peut-être un rôle d'influence au sein de notre société, en partageant des valeurs qui sont évidemment très fondatrices du métier militaire, en les partageant via le sport, en direction de concitoyens qui ne sont pas nécessairement proches des armées et qui, par ce biais-là, peuvent s'y intéresser. Et puis nous pensons également que ces résultats olympiques, qui sont très observés par nos camarades des armées étrangères, constituent aussi un levier d'influence vers les armées étrangères.
Alors je m'arrête là parce que je pourrais en parler un peu longuement, et je propose à Gaël de vous parler de son bilan personnel, montée en puissance vers les Jeux, puis Jeux paralympiques, et je reprendrai la main après pour élargir un peu à l'ensemble du bataillon de Joinville. Alors j'ai signé, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc j'ai signé il y a 1 an et demi au bataillon de Joinville. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? C'est simple, en fait c'est des stages de formation militaire qu'ils nous proposent tout au long de l'année. C'est à nous de se mettre en fait disponible, de se rendre disponible pour faire ces stages, sauf si on est en compétition à l'étranger forcément. Donc c'est des stages où on apprend à être militaire, à faire des parcours du combattant, en fait, à relever des défis et tout, et à apprendre en fait la vie en communauté. La vie et l'entraide, parce que justement dans le haut niveau, pour accéder à des médailles, en fait, toute seule je peux pas y arriver, mais c'est tout un staff derrière, c'est toute une équipe derrière qui va nous faire monter en puissance. En parallèle, j'avais fait une demande de préparation physique pour m'aider dans le tir. Donc ma préparation physique, je l'ai fait au 27e BCA à Annecy. Donc c'est aussi quelque chose qui m'a été mis en place par le CNSD, et en parallèle aussi, je fais de la préparation mentale, donc de l'ORFA, grâce à la gendarmerie à Annecy aussi. Donc voilà, en fait, c'est tout plein de choses. L'ORFA, c'est l'optimisation des ressources des forces armées, grosso modo de la prépa mentale, c'est une colonelle qui, toutes les semaines, en fonction de mon planning, même à distance, en visio et tout, qui va m'aider à faire une grande préparation mentale, parce que ce n'est pas des choses qui sont mises en place, malheureusement, par nos fédérations. Donc, c'est à nous, en fait, de mettre les choses en place. Et donc, de ce côté-là, voilà, c'est le CNSD qui m'a aidé. Donc, préparation physique, préparation mentale et les stages de formation militaire. Donc, c'est tout un ensemble de choses, en fait, qui nous sont mises à disposition. Ils nous font confiance et déjà un grand merci aussi à eux. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive à accéder au plus haut niveau, donc les Jeux Olympiques ou pour moi les Jeux Paralympiques. Merci Gaël. Alors, je vais juste un tout petit commentaire. Donc effectivement, donc pour les 220 athlètes de haut niveau, donc il y a un système global général qui fonctionne bien. Mais quand on atteint ce niveau de la compétition, en fait, il faut vraiment faire du sur-mesure, en fait. Voilà. Et donc, c'est toute la difficulté, et c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps sur ces sujets-là, pour préparer nos athlètes au mieux. On essaye de leur apporter un complément de formation, parce que les fédérations sont, en principe, ultra compétentes dans la discipline proprement dite. Mais ce qui est à côté, la gestion du stress, parfois la gestion du sommeil ou de l'alimentation, des choses assez basiques, hein. Dans l'effervescence d'une montée vers les compétitions de ce niveau-là, on peut perdre pied, on peut perdre ses repères. Et donc, ce qu'apportent les armées, c'est l'expérience de ce que nous faisons pour les opérations extérieures, pour les missions sur le territoire national, où il faut conserver, évidemment, le recul nécessaire, conserver la lucidité malgré la fatigue et malgré la tension qui peut s'installer. Et bon, quand on a la chance de réaliser une compétition de ce niveau en France, vous imaginez bien la pression énorme qui est sur les épaules de nos jeunes gens et nos jeunes filles. D'ailleurs, beaucoup l'ont dit après les Jeux, hein, ça les a portés, mais ça les a aussi parfois beaucoup perturbés. Donc on est là pour leur donner ce recul, et un des moyens, c'est de les binômer avec un régiment, une base navale, une base aérienne, parce que au même niveau, entre jeunes gens d'une même génération, en fait, ils s'observent, ils se comprennent, et ils font volontiers des parallèles entre l'entraînement de haut niveau et la préparation à une opération intérieure ou extérieure. Non. Je vous propose d'élargir donc le bilan, et puis on pourra revenir évidemment sur ces points au moment des questions, pour vous parler donc du bilan du bataillon de Joinville, mais plus largement des sports militaires au cours de ces Jeux olympiques et paralympiques. Donc le bataillon de Joinville, c'est 232 sportifs de haut niveau de la défense, valides ou parasportifs, militaires ou civils. C'est en fait la traduction d'un effort qui est très substantiel pour le ministère des Armées, qui a décidé de passer en 2019 de 150 sportifs de haut niveau à 230 en 2024. Donc vous voyez que c'est quand même un effort conséquent, et un effort conséquent également pour l'encadrement, puisqu'il a fallu absorber ce surcroît d'effectifs et de compétences. Donc c'est un gros effort d'organisation. Le premier résultat de ces Jeux, Monsieur le Président, vous l'avez cité, donc 46 médailles, le tiers des médailles françaises pour 13% de présence
dans la délégation olympique française. C'est surtout ce ratio que je retiens, parce que les médailles, on peut toujours avancer des chiffres. Moi, je retiens l'efficience de notre système et j'en rends hommage à tous mes subordonnés qui travaillent d'arrache-pied et qui ont permis ce résultat aux côtés des athlètes. Je vous ai fait distribuer deux petits documents. Alors, je vous demande d'être indulgent sur le plus épais parce que, en fait, c'est un projet d'article qui n'est pas encore paru, donc je vous demande de ne pas le diffuser. Voilà, ça sortira dans À armes égales, qui est le bulletin de la Fédération des clubs de la défense. Et comme on a évidemment beaucoup travaillé sur le sujet, je me suis dit que ce matin, c'était peut-être l'occasion de répondre à certaines de vos questions, certaines interrogations. L'autre document, c'est des chiffres bruts par discipline, par athlète, par couleur de médaille, qui vous donne le résultat de l'ensemble de l'armée de champions. C'est pour vous permettre de vous y retrouver. Et éventuellement, on pourra répondre à quelques questions. Mais compte tenu des délais, je me suis dit qu'il valait mieux vous donner un petit document de support. Et pour ceux qui resteraient encore sur leur faim, je vous encourage à aller sur le site du CNSD, qui est rustique, mais efficace. Alors, ce résultat, et c'est ça que je voudrais vous transmettre ce matin, ce ratio, donc il démontre une certaine efficacité de notre écosystème qui a été construit avec le ministère des Sports il y a une vingtaine d'années. À Tokyo déjà, en 2021, et à Paris, nous en avons démontré l'efficience. Et ce résultat et sa résonance médiatique en France a mis fin au semi-silence qui entourait le bataillon de Joinville, armée de champions. Alors je le redis avec force aujourd'hui, le bataillon de Joinville n'est pas mort, il n'est jamais mort. Et en l'occurrence, il est plus vivant que jamais, vivace, productif. Et je pense que pour tous ceux qui suivent les armées, c'est devenu quelque chose de connu. Et donc maintenant, il nous appartient de le faire vivre et de le faire connaître. Et si vous voulez nous y aider, évidemment, nous en serons très, très reconnaissants. Ce que je voulais dire, c'est que dans le monde du sport français, le bataillon de Joinville, les appelés, était historiquement parfaitement reconnu. Pendant une cinquantaine d'années, il a produit tous les grands champions, ou contribué à produire tous les grands champions, jusqu'à Tony Estanguet, qui n'en parle jamais, mais de fait, il est bien passé dans nos rangs. Et je tenais à dire, pour saluer un autre grand champion, notre judoka national, oui, Teddy Riner, je parle de Teddy Riner, il a énormément de qualité, même s'il n'est jamais passé par le bataillon de Joinville, mais il a fait 2 stages d'entraînement au CNSD, donc l'honneur est sauf. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que le bataillon de Joinville des professionnels a retrouvé, ou en tout cas trouvé sa légitimité et surtout sa visibilité, puisque nous étions bien connus des fédérations. Et la part des armées a été mise en lumière, côté sport valide comme côté parasport. Et donc ça permet d'envisager pour nous de continuer à agir vers la jeunesse, et plus spécialement dans les disciplines qui nous intéressent. Voilà. En parallèle de ces résultats aux Jeux que vous avez pu observer, il y a eu tout un accompagnement des armées dans le volet sportif vers la montée aux Jeux. Alors je vais en citer quelques exemples qui étaient sans doute moins visibles que les podiums, mais qui ont contribué à préparer finalement les Jeux et à mobiliser en tout cas les armées et peut-être une partie de nos concitoyens. En avril, nous avons réalisé la tournée des drapeaux aux Invalides. Nous avons créé 2 expositions culturelles qui participent à la notoriété des sports militaires. Et nous avons participé à 2 autres, l'une au musée de l'armée, qui est encore visible, et l'autre au château de Vincennes. Le relais de la flamme a été accompagné pendant 3 mois par des moniteurs du CNSD, avec un parcours des champions qui a été mis à disposition de notre jeunesse. Le passage de la flamme olympique a été réalisé la flamme olympique au CNSD, à Fontainebleau, la flamme paralympique à la fin du mois d'août, où nous avons réalisé toute une journée sur le parasport et les blessés des armées. Nous avons organisé, même si c'est peu connu, nous avons participé à l'organisation des épreuves équestres à Versailles, en particulier pour les épreuves du concours complet, du cross. Nous avons mis à disposition des organisateurs du pentathlon moderne une partie des chevaux qui ont été utilisés au même titre que la garde républicaine ou l'Institut français du cheval et de l'équitation. Et puis je termine en citant notre présence au Club France au cours de 3 soirées qui ont permis de mettre nos athlètes à l'honneur. Je passe rapidement aux perspectives, puisque c'est sans doute ce qui va vous intéresser le plus. Les prochaines compétitions
ont démarré. Elles sont déjà, pour certaines, imminentes. Championnat d'Europe, championnat du monde, championnat de France, naturellement. Et nous regardons les grands objectifs. Les grands objectifs, c'est pour les armées, les Jeux d'hiver en 2030 en France, et donc précédés par les Jeux olympiques d'hiver en 2026 à Cortina, en Italie. Et donc, notre objectif pour les 5 à 10 ans qui viennent, c'est d'être aussi au rendez-vous de ces prochains Jeux en France et, dans les intervalles, évidemment, de porter haut l'image de notre pays sur les podiums. Alors, cela veut dire que nous allons engager un rééquilibrage dans la composition du bataillon de Joinville en maintenant notre effort sur les disciplines hivernales, puisqu'elles sont vraiment au cœur de notre activité, de cet objectif national, et en modulant notre participation sur d'autres disciplines. Alors, ça ne va pas être du tout brutal, puisque dans la mesure où nous avons des athlètes de haut niveau sous contrat, les contrats vont perdurer. Mais on va rééquilibrer les choses au gré des départs, au gré des volontariats de ceux qui veulent rejoindre nos rangs. Et puis nous allons également faire une place un peu plus grande, à la fois aux entraîneurs, puisque jusqu'à présent, dans l'équilibre qui avait été établi avec le ministère des Sports, le ministère des Armées se chargeait surtout de recruter des athlètes. Or, certains de ces athlètes achèvent leur carrière sportive. Ils ont beaucoup de choses à apprendre aux jeunes générations. Et donc, nous souhaitons pouvoir les recruter comme entraîneurs. Et puis, nous voulons également, ça c'est une volonté très forte du ministère, faire une place aux blessés des armées qui auront atteint un niveau de compétition de haute performance. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, ils sont relativement peu nombreux. On en a 4 ou 5. Sur 32, ce qui est assez peu. Et donc, au gré des départs, au gré des postes que nous pourrons ouvrir, nous allons un peu rééquilibrer la composition du bataillon de Joinville. Mais l'effort au bénéfice du sport français va perdurer, parce que nous considérons que c'est aussi un effort au bénéfice de l'ensemble de la communauté nationale, de la visibilité de la France et de son rayonnement à l'intérieur comme à l'extérieur. Monsieur le Président, je crois que j'ai fini. Merci beaucoup, Madame Edan. Merci beaucoup, mon général. En vous écoutant, je crois que le bataillon de Joinville a fourni Yannick Noah, David Douillet aussi, je crois. Ils y étaient tous. Et pour ma génération, Michel Platini. Mais je confirme. Ouais. Carl Olive, ça va l'intéresser aussi. J'irais tous. Hein. Ouais. Alors, merci beaucoup pour ce propos liminaire. Je ne doute pas que mes collègues ont un certain nombre de questions à vous poser. Donc, nous allons commencer par les orateurs de groupe. Et je vous rappelle la règle, vous avez donc 2 minutes. Et pour commencer, nous allons commencer par Julien Limangi, qui va prendre la parole pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Mon général, 46, c'est le nombre impressionnant de médailles remportées par nos militaires lors des Jeux olympiques et paralympiques. Nous avons toutes les raisons d'être fiers d'eux. Ils étaient bel et bien en forme olympique pour faire briller la France lors de la plus prestigieuse compétition sportive internationale. Je tiens à saluer tout particulièrement la médaille de bronze de Margot Boulet en para-aviron, qui vient de ma circonscription et qui est également un ancien membre du GIGN. Réjouissons-nous ensemble de ces belles victoires, de cette fierté collective et de la ferveur qui a uni tous les Français autour de nos athlètes. Admirons ces valeurs de dépassement de soi et de courage qui sauront, j'en suis certain, inspirer toute la nation. Pour ma part, j'étais convaincu du succès à venir après avoir assisté au passage de la flamme paralympique à Fontainebleau, dans notre beau département de Seine-et-Marne, au Centre national des sports que vous commandez, mon général. C'est une structure exemplaire qui prouve que lorsque nous investissons dans le sport, tant sur le plan matériel que sur l'accompagnement humain, nous obtenons des résultats concrets et inspirants. D'ailleurs, je voudrais souligner que nous suivons avec attention le projet du village des blessés, dont l'inauguration est prévue l'an prochain, directement sur le Centre national des sports de la Défense. Ce lieu, non médicalisé, accueillera des blessés et leurs familles, leur offrant une opportunité unique de se reconstruire par le sport. Peut-être formerons-nous ici les médaillés paralympiques de demain. Mon général, au-delà du succès des Jeux olympiques, dont nous serions heureux d'entendre plus de détails, cette rentrée a été marquée par une initiative encourageante. De nombreux clubs sportifs en France ont ouvert des créneaux dédiés au sport paralympique. Dans ce contexte, il serait intéressant de savoir comment l'armée, et en particulier la structure que vous commandez, pourrait contribuer à renforcer l'inclusion et l'accessibilité du sport paralympique sur nos territoires. Cela permettrait également de consolider ce lien essentiel entre les armées et la nation que nous nous efforçons constamment de développer. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon général. Madame, vous avez la parole.
Merci, monsieur le député, de votre question. Et pour tout vous dire, j'espérais une question de ce genre. Et dans mon métier, on essaye de ne pas laisser passer les opportunités tactiques. Donc vous m'en avez fourni une, je vous en remercie beaucoup. Et j'étais venu avec une petite plaquette sur le village des blessés que je tiens à votre disposition. Alors je n'en ai que 6, mais les premiers arrivés, ou je sais pas, on les répartit, je ne sais pas, monsieur le président. Je vous laisse cette dure responsabilité. Voilà, donc vous avez souligné ce projet. Je ne vais pas être long parce que finalement tout est dans la plaquette. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il est soutenu à la fois par les armées, naturellement, en particulier par l'armée de terre et la gendarmerie nationale, pour un tiers, et pour 2 tiers par du mécénat. Donc c'est un projet d'environ 10 millions d'euros qui est en train de voir le jour dans le camp de Guilmer du CNSD à Fontainebleau, sous les arbres de la forêt. Et donc nous ambitionnons de le mettre en fonctionnement à la fin du 2e trimestre 2025. Donc les bâtiments sont déjà en train d'être construits et nous en sommes à la préparation du programme. Il s'agira d'accueillir une centaine, en tout cas une capacité de 100 lits pour des blessés et leurs familles. Et c'est vraiment la nouveauté de ce système, de ce village des blessés, c'est qu'il vise à traiter ou à accompagner par le sport non seulement le blessé, mais ses proches, sa famille ou ses amis. Et je voudrais faire un parallèle, si vous me permettez, avec un événement du même ordre qui est très connu, c'est les Invictus Games de nos camarades britanniques qui ont démontré l'effet démultiplicateur d'une compétition amicale qui se tient entre nations amies, alliées, sous le regard des familles. Voilà. Moi, j'y suis allé à Düsseldorf, c'était absolument impressionnant de voir à la fois le rayonnement de nos athlètes, nos camarades blessés dans les compétitions et les effets très positifs sur leur entourage qui les accompagnait. Et en fait, ce village des blessés, c'est en quelque sorte nos Invictus Games à nous, c'est-à-dire peut-être moins brillants, moins chatoyant, j'allais dire moins à l'américaine, c'est pas gentil, mais en fait, ce sont pas du tout, on n'est pas dans le show, on est plutôt dans l'accompagnement, je dirais, pragmatique, très patient, et dans la durée de nos camarades blessés. Alors sur l'appui que nous pouvons donner au parasport ou au handisport, c'est un point sur lequel nous travaillons avec la Fédération française de handisport en particulier, et puis avec le CPSF, Marie-Amélie Le Fur, avec lequel je m'entretiens assez souvent. Et donc, notre idée n'est pas d'être forcément menant, pour prendre une expression classique dans les armées, menant sur ce sujet, mais d'accompagner cette ouverture au handisport en complétant la formation de nos moniteurs de sport par non pas un diplôme, mais une formation spécifique pour accompagner les blessés. Actuellement, un sergent de l'entraînement physique militaire, il fait un stage de 7 mois qui doit tout lui apprendre sur ce sujet. C'est extrêmement accéléré, donc on a des difficultés à rajouter des modules supplémentaires. Donc il s'agira de créer un module particulier que nous allons délivrer toujours au CNSD et avec l'appui de la Fédération française de handisport. Mais l'idée est que nos unités militaires qui maillent le territoire détiennent en leur sein des compétences pour accompagner le handisport et donc puissent, dans les clubs sportifs de leur garnison, apporter cette expertise qui n'est pas forcément courante et qui n'est pas à la portée de n'importe qui. Voilà, c'est notre contribution à ce développement du handisport. Merci, mon général. Est-ce que tu veux dire un mot ? Madame, non. Vous voulez rajouter peut-être quelque chose ou il y aura d'autres réponses ? Vous pourrez vous partager la parole aussi si vous le souhaitez. Je passe la parole à Karl Olive pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président. Mon général, cher Gaël, chère championne, le bataillon de Joinville traverse l'histoire. Vous avez cité président Michel Platini. Je vais continuer la génération 75. Olivier Rouillet, Jean-Michel Moutier, Fruitier c'est plus musclé, Nantes, Maxime Bossis et puis Alain Giresse, mon général, vous l'avez rappelé, du côté de Bordeaux. Pour commencer, je souhaite évidemment souligner et remercier l'engagement de toutes les forces armées pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.
l'armée de l'air et de l'espace, la marine, l'armée de terre, ainsi que tous les militaires de l'opération Sentinelle. Toutes les composantes de l'armée ont été au rendez-vous sur tous les sites olympiques et notamment lors du parcours de la flamme, le collègue l'a rappelé. Oui, Paris 2024 a aussi été et surtout une réussite grâce à nos armées. Le sport, comme vous l'avez rappelé, fait partie intégrante de la vie militaire, un catalyseur social transversal. Et vous avez fait un marqueur de la réussite de nos armées sur les théâtres de guerre. Vous en avez également fait un marqueur de réussite dans les épreuves sportives. 78 sportifs de haut niveau de la défense faisaient partie de la délégation tricolore à Paris avec 20 disciplines différentes. Le sport est également un moyen d'améliorer la rééducation et la reconstruction pour les soldats blessés. L'innovation qu'il aurait offerte est inspirante et importante. Aussi, je souhaite vous interroger aujourd'hui sur ce volet. Alors que les Jeux paralympiques ont enfin été médiatisés, enfin à leur juste valeur, nous avons vu des sportifs surmonter les contraintes de leur handicap pour réaliser des performances sportives hors du commun. Vous en êtes témoin, cher Gaël. Au-delà, nous avons vu des femmes et des hommes passionnés par leur sport paralympique offrir à tout un pays des médailles et de la joie. En général, comment l'armée s'est-elle engagée dans ces Jeux paralympiques 2024 ? Quel bilan en tirez-vous ? Quels seront vos objectifs pour les 4 prochaines années en vue des prochains Jeux paralympiques ? Enfin, quelles sont vos relations avec la société civile concernant le développement du sport pour les athlètes professionnels et amateurs souffrant de handicap ? Je pense aux fédérations, mais également aux clubs sportifs et aux communes sur le terrain. Enfin, Monsieur le Président, je veux dire un regret, celui de l'absence d'un ministère ou d'un secrétariat d'État au handicap. Je forme le vœu que le gouvernement de M. Barnier y remédie sans tarder. Il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard. Merci, mon général. Monsieur le député, concernant les 4 années à venir, je vais vous faire un aveu. Nous en sommes encore à analyser nos résultats. Donc je vous ai livré des chiffres bruts. Nous sommes en train de les décortiquer, puisqu'il y a des 4e places ou des 5e places qui valent bien certains podiums. Et donc, pour être très précis, il va me falloir un petit peu de temps pour digérer ces résultats. En revanche, il y a une question que vous avez évoquée, c'est l'innovation dans le sport, l'innovation au service de la compétition et des succès français. Vous savez qu'avec la préparation des Jeux, a été mise sur pied une organisation qui s'appelle Science 2024. Et cette organisation voulue par nos autorités a pour objectif de rapprocher les chercheurs, les laboratoires et les sportifs. Et pour ce qui concerne la défense, nous avons utilisé ce levier depuis quelques années pour rapprocher les grandes écoles militaires des équipes militaires ou des sportifs de haut niveau. Et donc, dans certaines disciplines, en particulier hivernales, nous avons un lien et un travail en cours avec des laboratoires tels que ceux de Polytechnique, de façon à améliorer les performances de nos athlètes de haut niveau. Voilà. C'est pas stratégique, mais c'est quand même un sujet un petit peu sensible et donc je ne rentrerai pas dans le détail ici même. Mais ce sont des sujets sur lesquels nous souhaitons progresser, car dans le domaine de l'aérodynamique, dans le domaine de la balistique, voilà, il y a tout un éventail de progrès que nous pouvons réaliser et sur lesquels les armées sont naturellement compétentes. Merci beaucoup, mon général. Pardon. Excusez-moi. Oui, madame. Je rajoute juste 2 petites choses aussi, et c'est aussi en tant qu'athlète, en fait, de faire avancer tout ce qui est matériel pour les personnes en situation de handicap. Moi-même, j'ai créé un système pour faire de l'aviron d'un bras avec 2 rames en autonomie complète et déposer un brevet. Mais voilà, je pense qu'en fait, moi, je me connais mieux que quiconque, je connais bien mon handicap, donc c'est à nous, en fait, aussi de faire avancer la machine, de dire ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, etc. Donc voilà, je pense qu'aussi c'est à chaque athlète et à chaque personne en situation de handicap de oser en fait se mettre en avant, de oser dire ce qu'on pense, enfin pas ce qu'on pense, mais ce qu'on a besoin pour être performant. Merci beaucoup. Je passe la parole à Christophe Bex pour la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Merci, Monsieur le Président. Mon général, Madame Hedon,
Ma question portera sur le rôle que joue aujourd'hui le Centre national des sports de la défense. Alors derrière cet acronyme, c'est vrai, quand j'ai regardé un peu, j'ai vu bataillon de Joinville. Et ça, quand on parle de bataillon de Joinville, ça parle à l'ensemble de la population. Et ça a été dit précédemment parce qu'on parle de la promotion de 75. Et moi, lorrain d'origine, 75, quand on parle de 75, c'est Jean-Michel Moutier, Olivier Rouillère et Michel Platini. Donc forcément, ça a fait connaître ce que faisait l'armée, parce que c'est vrai que ça reste toujours un peu obscur. Alors maintenant, ça s'appelle l'armée des champions, notamment ceux qui ont préparé les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et je souhaite les saluer ici et les féliciter. Toutes ces personnes, ces sportifs de haut niveau, les premiers, deuxièmes, troisièmes, et même les quatrièmes, les cinquièmes, les sixièmes, tous ceux qui ont participé à cette belle aventure et qui ont enchanté tout simplement notre été. Plus de 40% de médailles des Jeux Olympiques sont détenues par les sportifs de la défense. Alors le bataillon de Joinville a formé de très très nombreux sportifs et permis de remporter plus de 100 médailles depuis les Jeux Olympiques depuis 2014, parce que, je rappelle, comme vous l'avez dit, le bataillon de Joinville a été reformé après la fin du service militaire obligatoire. Alors historiquement, le bataillon de Joinville leur a offert un statut militaire leur permettant de se consacrer pleinement à leur carrière sportive tout en bénéficiant d'un encadrement spécifique. Alors le soutien de nos sportifs, cela pose la question plus générale du sort de nos athlètes avant et après leur participation aux Jeux Olympiques et à l'accès général de notre population au sport. Il y a un constat. Avant même de réussir, il faut disposer, pour réussir, de ressources financières suffisantes pour participer. Général, identifiez-vous des moyens pour faciliter l'accès au sport de haut niveau pour nos concitoyens et nos concitoyennes? Comment gérer l'après 2024 avec un budget en baisse de 200 millions, c'est-à-dire 20% en moins sur le budget des sports? Il n'y a malheureusement que peu de considération pour nos athlètes prenant la forme d'un financement pérenne après leur participation aux Jeux Olympiques, hormis une prime par médaille qui est de 80 000 € pour une médaille d'or. Mais après, vous connaissez la situation, la gloire est fugace, l'obscurité est pour toujours. Le CNSD voit-il une solution pour y remédier? Et juste pour rappeler qu'un tiers des médailles... Juste pour finir. Non, c'est pas... Non. Moi, je voudrais savoir pourquoi Léon Marchand n'est pas au bataillon de Joinville. Merci bien. Madame, mon général. Monsieur le député, merci de votre question. Alors, je ne pourrais pas répondre à toutes vos questions parce qu'il y a quand même un inventaire là qui me dépasse un peu. Pourquoi Léon Marchand n'est-il pas au bataillon de Joinville? C'est parce qu'il n'a jamais souhaité y être, tout simplement. Et parce que sa fédération ne l'a pas proposé, mais il me paraît présenter les aptitudes, puisque pour être au bataillon de Joinville, excusez-moi, il faut avoir le niveau et il faut souhaiter être ambassadeur des forces armées. C'est assez simple. Voilà. Sur le soutien aux sportifs de haut niveau, moi, je peux vous parler que de ce que je connais, c'est-à-dire les armées françaises. Nous accueillons dans les armées françaises nos sportifs de haut niveau en fin de carrière. On en a un certain nombre et qui choisissent soit de se reconvertir dans les armées, dans la filière de l'entraînement physique, puisqu'ils ont quand même non seulement une légitimité, mais une vraie compétence, soit on les accompagne dans leur reconversion vers la vie civile. Voilà, donc c'est quelque chose de tout à fait classique et nous sommes évidemment très sensibles à la façon dont on les suit, on ne les abandonne pas après la médaille, ça va de soi. Et en dehors de ceux qui ont passé 13 ans au bataillon de Joinville, comme Martin Fourcade, qui est entré première classe, qui est ressorti sous-lieutenant 13 ans plus tard, il avait quand même porté à bout de bras le biathlon français, il a sorti de cette discipline je dirais d'une certaine discrétion en France. Un certain nombre d'entre eux restent longtemps dans les armées et donc nous conservons les talents de tous ceux qui veulent et nous accueillons un maximum de monde. Du coup, je parle de mon expérience. Effectivement, ça fait seulement 1 an et demi que je suis au bataillon de Joinville. Mais voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai repris des études dans le but d'une reconversion professionnelle et la gendarmerie nationale met tout en place pour le après carrière sportive. Donc moi, je suis dans tout ce qui est criminalistique. Et là, dans 2 semaines, je pars 2 mois en stage à l'IRCGN à Cergy-Pontoise parce que là, je suis en pause pour le sport. On a besoin tous de faire une grosse pause et tout. Et je reprends le tir seulement au mois de décembre-janvier. Et en attendant, la gendarmerie continue à me former dans ma branche. Gaël me fait penser à quelque chose. Je n'ai pas la pierre philosophale pour résoudre les problèmes du sport français, mais malgré tout, j'observe qu'un athlète qui performe, c'est souvent un athlète qui a un autre sujet de passion que le sport. Il faut pouvoir encaisser les revers, il faut pouvoir gérer le cas de la blessure.
Et donc, la plupart du temps, nos athlètes sont non seulement bien dans leur corps, mais aussi bien dans leur tête. Et ils ont des diplômes, et donc ils peuvent se reconvertir. En tout cas, ceux que nous croisons dans le haut niveau. Merci beaucoup. Je passe la parole à notre vice-président Jean-Louis Thiriot pour le groupe Droite républicaine. Merci, Monsieur le Président. Mon général, Madame. Mon général, c'est un plaisir particulier de vous entendre aujourd'hui puisque vous êtes mon délégué départemental de Seine-et-Marne, mon DMD de Seine-et-Marne, et dans un sujet tout à fait différent puisque nous nous étions vus en rendant hommage aux oblats de la Brosse-Monceau, victimes de la Gestapo pendant la libération de notre territoire. Je crois que le pays tout entier a été fier de nos athlètes et de nos parathlètes, et en particulier de cette armée des champions. Ce fut une vraie ferveur. Pour éviter que cette ferveur ne devienne de la nostalgie, c'est la phrase de Gilles, la nostalgie, c'est de la ferveur retombée. Je voudrais savoir est-ce qu'il y a et quel serait le plan pour que les valeurs que vous portez au CNSD et au bataillon de Joinville puissent se diffuser le plus largement possible dans la société civile. Je suis un très mauvais sportif, mais je pense que la réussite sportive, c'est la rencontre d'une technique et des talents du sportif et aussi de valeurs. Et c'est cette rencontre des deux qui fait le succès, que ce soit en sport collectif ou en sport individuel. Donc, quels sont les plans ou qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait pour que ces valeurs se diffusent plus largement dans notre pays qui en a tant besoin? Merci. Moi, en général, Madame. Merci de votre question. Vous parlez de ferveur, je crois qu'on l'a tous vécu, et c'est effectivement un sujet que nous portons et que les armées portent. Alors, je vais vous parler de mon point de vue de commissaire au sport militaire. Notre organisation militaire est fondée sur l'organisation des 3 armées de la gendarmerie. Et le commissaire au sport, même s'il anime la politique et s'il fait des propositions, n'est propriétaire de pas grand-chose. En revanche, les talents que nous mettons en œuvre, c'est par les armées et pour les armées. Et je dirais que les valeurs que nous vivons et que vivent nos sportifs, ce sont les valeurs des armées. Et donc, de façon très simple, il me semble que toutes les occasions, tous les événements qui permettent localement de mettre en cheville, mettre en prise l'armée et l'unité militaire l'unité militaire et la nation et sa jeunesse sont les moyens de faire vivre ces valeurs. Alors, j'ai conscience que ma réponse est un peu vague. Je vais prendre un exemple très concret. Quand les sports militaires organisent un championnat de France ou un championnat du monde, puisque nous avons organisé les championnats du monde de rugby l'été dernier, en 2023, en Bretagne, ça a été un moment de ferveur partagée avec le rugby breton. Et ça a été un moment de diffuser le rugby également en Bretagne. Je pense que des événements tels que celui-là, les championnats de France que nous organisons, les championnats d'Europe, nous les appuyons déjà sur les fédérations. Donc je pense que maintenir les coopérations que nous faisons entre les armées, le sport militaire et les fédérations, les unités locales, les bases navales, les bases aériennes, les gendarmeries, les régiments de l'armée de terre et les organisateurs de compétitions locales, c'est une façon tout simplement de diffuser les valeurs des armées et d'entourer, puisque c'est un sujet qui me tient à cœur, et d'entourer nos blessés en promouvant le parasport. Merci beaucoup, mon général. Je passe la parole à Sébastien Saint-Pasteur pour le groupe socialiste et apparenté. C'est pour ça. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, mon général, excusez-moi si je tout saute pendant ma question, mais je crains de ne pas avoir attrapé que le virus olympique. Donc j'essaierai d'être concis. Donc, je souhaite par la présente évoquer d'abord une piste d'amélioration dans l'accompagnement de nos militaires, singulièrement des blessés, dans le sport de très haut niveau et tout particulièrement vers les Jeux paralympiques. Je tiens tout d'abord à saluer, ça a été fait à de nombreuses reprises, le travail opéré par la cellule d'aide aux blessés qui, à travers le sport, accompagne nos militaires dans leur rééducation. Ce travail est décisif et permet aux blessés, dont les témoignages sont poignants, de la capacité d'adhérer à de nouveaux objectifs. Si beaucoup d'initiatives sont remarquables, il semble néanmoins utile d'améliorer l'accessibilité au bataillon de Joinville, ce qu'on appelle aussi l'armée des champions du CNSD, dont les critères d'accès sont encore peut-être trop restrictifs.
Au-delà du nombre de places limitées, il faut se prévaloir de résultats dans certaines compétitions et disposer également d'un dossier porté par les fédérations d'origine. Vous l'avez évoqué dans votre introduction, à l'exclusion notamment des sports collectifs, si je ne m'abuse. Ces critères laissent malheureusement de côté certains parathlètes blessés de guerre, alors qu'au-delà de la redevabilité de notre nation à leur encontre, il s'agit aussi d'un incroyable élément de communication et d'attractivité pour nos armées. L'intégration au bataillon de Joinville sous contrat devrait être de droit pour les blessés, inscrits sur liste ministérielle des sportifs de haut niveau. Il s'agirait d'une évolution légitime et vertueuse, aussi bien pour nos athlètes que pour l'attractivité de nos armées, d'autant plus qu'il ne s'agit au final que de quelques situations. Donc je vous remercie de vos éclairages sur cette question. Merci, monsieur le député. Je ne vais pas rentrer dans le détail des noms que vous avez en tête en posant votre question, mais je les connais parfaitement. Et la plupart d'entre eux n'ont même jamais demandé à rentrer au bataillon de Joinville parce qu'effectivement, le niveau requis est très élevé. Il y a une exception auquel nous pensons tous les deux, que j'ai reçue il n'y a pas si longtemps. On était d'ailleurs sous la Tour Eiffel. Et donc, j'ai proposé de rentrer au bataillon de Joinville dans une discipline collective. Et il se trouve que l'intéressé ne le souhaitait pas. En fait, pour le cas que vous évoquez, c'est-à-dire nos vétérans blessés, ils sont très accompagnés à la fois par les cellules d'aide aux blessés que vous avez citées, mais dans le domaine sportif, exclusivement par le CNSD. Donc on les connaît très très bien. Et le niveau qui leur convient, pour l'immense majorité d'entre eux, c'est le niveau des équipes de France militaires. Et donc actuellement, nous avons 28 équipes de France militaires dans les disciplines valides, qui vont porter l'image de la France contre les armées étrangères, voilà, sur tous les terrains de sport. Et donc je fais référence au Conseil international du sport militaire dont je parlais tout à l'heure. Ces 28 équipes, nous allons les compléter, et ça va, je pense, répondre aux soucis que vous soulignez. Nous allons les compléter dans 2 disciplines, le rugby fauteuil et le volley assis. Le volley assis étant l'une des questions sous-jacentes. Et je pense que cette organisation-là va permettre de monter en gamme ces blessés militaires qui ont effectivement à la fois un courage et un talent indéniable, et que ce sera le bon niveau pour les faire progresser et aller vers le haut niveau que représente le bataillon de Joinville. Mais vous comprenez bien que accepter de droit un blessé militaire sur un dispositif de haut niveau, ça présente des difficultés. Voilà. Je pense que c'est une proposition généreuse, mais qui risque de se retourner contre les intéressés, car face à l'échec, face au revers de performance, il faut être très, très prudent pour eux, avant tout. Merci beaucoup, mon général. Je passe la parole à Christophe Blanchet pour le groupe Les Démocrates. Merci, Président, mon général, Madame. Merci à tous les deux. Et merci à tous nos sportifs, quelle que soit leur place sur le podium ou à côté, pour leur réussite dans ces JO qui étaient, je ne reviendrai pas ce qu'ont dit mes collègues là-dessus. Bravo pour 46 médailles, effectivement, lorsqu'on ne représente que 13% de la délégation. C'est un très beau ratio et bravo à vous. J'aurai 3 questions par rapport à vos propos liminaires et vos réponses. La première question, vous avez évoqué 232 militaires dans vos rangs. Et vous avez évoqué qu'il y avait des civils. Quid des réservistes dedans? Est-ce que ce sont des... Je voudrais savoir le détail, si possible, de l'avoir. Deuxième question, vous avez vu, je reprendrai les propos aussi de mon collègue Thériault. La diffusion des valeurs, vous avez évoqué quelques exemples à travers le rugby qui m'est cher aussi, comme quelques collègues ici dans l'Assemblée. Mais le SNU, est-ce que vous avez des jeunes du SNU qui viennent vous visiter, vous voir? Est-ce que vous les prenez éventuellement en semaine d'intégration, en 2e semaine? Est-ce que vous avez ces jeunes? Parce que c'est aussi peut-être un vecteur et une possibilité de diffusion de l'information et justement des valeurs que l'on veut transmettre. Et dernière question, vous avez dit, mon général, que vous pouviez contribuer à l'influence vers les armées étrangères, sans développer. Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée? Je vous remercie. Merci beaucoup, mon général, madame. Non, je vais essayer d'être très bref. Les réservistes, nous n'avons pas de réservistes au bataillon de Joinville, parce que par construction, le bataillon de Joinville, c'est un système qui professionnalise des jeunes gens avec une solde mensuelle et qui les emploie en continu. On les emploie en continu, sauf qu'on a un système très dérogatoire par rapport aux autres militaires, et ils passent 95% de leur temps à s'entraîner dans leur fédération. Les réservistes sont très présents dans les sports militaires, mais ils sont présents dans les équipes de France militaires.
notamment le rugby. Sur le SNU, je laisserai Gaël répondre. Dans le domaine de l'influence vers les armées étrangères, donc la France est très présente depuis la création en 1948, elle l'était déjà avant, mais c'était moins formalisé. Et nous organisons entre un et deux championnats du monde militaires en France. Donc j'ai cité le rugby en août-septembre 2023. Nous avons organisé précédemment le triathlon à Brive-la-Gaillarde en 2023. En 2024, en mai dernier, nous avons organisé le sauvetage sportif à Palavas et Montpellier, compétition où étaient présentes 12 nations, dont toutes sortes de nations. Et c'est l'intérêt de ce levier, c'est que nous sommes en contact finalement avec des alliés, des partenaires, des compétiteurs. Voilà. Et donc nous avions par exemple une délégation chinoise présente à Palavas. Et nous avions, pour reprendre l'exemple du rugby, 5 nations majeures, enfin 5 nations du Pacifique, qui étaient des nations majeures du rugby, mais avec des partenaires tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou le Japon. C'est vous dire si par le sport, et ce n'est pas aux parlementaires que je vais l'apprendre, il y a un véritable levier de discussion avec les alliés, en tout cas de discussion au niveau militaire. Et concernant les jeunes du SNU, on ne les oublie pas, puisqu'en fait, en tant qu'athlète, on nous demande d'intervenir, d'aller les voir, etc. Et quand ils font des journées à la gendarmerie et tout, nous, on intervient. Enfin, moi, personnellement, je suis intervenue plusieurs fois, justement, pour les rencontrer, pour leur parler du sport, pour leur parler du bataillon de Joinville. Parce que quand on y va, on a la tenue du bataillon de Joinville, donc on leur explique tout ça, oui. Donc c'est plutôt une action décentralisée que centralisée au CNSD qui ne peut pas recevoir tout le monde, malheureusement. Merci beaucoup. La parole est Anne Lehenanff pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci Monsieur le Président. Général, bonjour, je suis ici. Merci Madame et merci surtout aux champions. Vous avez fait rêver quelques semaines, c'était absolument formidable. Donc on vous est absolument reconnaissant pour ce que vous nous avez offert pendant toutes ces semaines. Je souhaitais le dire en préambule, évidemment. Je suis députée de Vannes. À ce titre, Général, vous connaissez bien Vannes puisque nous avons accueilli à Vannes, effectivement, 2 événements mondiaux du CSND. Notamment la Coupe du Monde de football féminin il y a quelques années au Stade de la Rabine et il y a quelques mois, vous l'avez précisé, en Bretagne, c'est exactement à Vannes, la Coupe du Monde militaire de rugby féminin également, puisqu'on aime le sport féminin à Vannes. Je confirme que c'est formidable, les apports de l'organisation sur le lien armée-nation. Tout d'abord, nous avons un régiment, par exemple, et ça complète auprès de la population le lien armée-nation. Il faut le signaler parce que c'est un argument aussi dans les échanges qu'on peut avoir entre une ville et votre organisation. Ensuite, il véhicule auprès de la jeunesse des valeurs très fortes liées au sport, liées à la solidarité, liées au partage. Enfin, donc, c'est également un outil pour les collectivités de rebondir pour se rapprocher encore plus de la jeunesse. Et puis, bien sûr, un formidable atout diplomatique. On l'a vu pendant la Coupe du Monde de rugby féminin. J'aurais 2 questions. Je vais faire 2 petits pas de côté. Ma première question, c'est justement, pourriez-vous éclairer les membres de la commission sur le lien indispensable entre cette organisation sportive, militaire, et les collectivités, c'est-à-dire les territoires. Sans les territoires, les sportifs ont besoin de s'entretenir, s'entraîner tout au long de l'année avant des grands événements mondiaux. Donc, quels sont vos modes de fonctionnement avec les collectivités locales? Et deuxièmement, puisque le budget n'est pas loin, est-ce que vous pourriez nous donner quelques éclairages sur le budget, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup, Madame en général. Alors, effectivement, vous évoquez le Stade de la Rabine et je ne peux manquer de citer le dernier match du championnat du monde militaire de rugby qui s'est terminé après 2 prolongations de 10 minutes. C'était homérique et nous avons battu les Fidji. Nous étions très fiers. Le lien avec les territoires, en fait, il est là aussi décentralisé la plupart du temps dans les unités militaires qui ont la capacité d'organiser des compétitions et auxquelles le CNSD donne délégation pour organiser les championnats de France militaires. Donc ce n'est pas le CNSD qui organise les championnats de France, il le délègue à des unités choisies au sein des armées et de la gendarmerie nationale. Donc là, il y a un lien qui se fait assez naturellement.
Nous avons, nous, un lien qui est plutôt central avec les instances du sport français, avec à la fois le CNOSF et le CPSF pour la partie olympique, avec les 28 fédérations, parce que moi je suis en contact direct avec 28 fédérations, et avec l'Agence nationale du sport et l'INSEP, dont nous sommes membres du réseau Grand INSEP au CNSD. Aujourd'hui, le lien que vous évoquez, qui est à mon avis extrêmement important entre les armées et la nation et les territoires via le sport, il est porté par beaucoup d'initiatives locales. Il est porté par la Fédération des clubs de la défense et il est porté bien souvent par des passionnés qui sont d'anciens militaires qui s'investissent dans les associations sportives ou pas, et qui établissent un lien pas très visible, mais constant et solide. Donc nous avons également nos réservistes opérationnels, réservistes citoyens, qui maillent tout le territoire, et qui sont, qu'ils soient de la gendarmerie ou de chacune des armées, qui sont là encore un lien permanent. Mais il est vrai que le CNSD n'a pas en tant que tel de lien direct avec les territoires, hormis des cas particuliers des championnats du monde, où là nous nous rapprochons d'une ligue, et donc derrière la ligue, il y a la région correspondante. Merci, mon général. Je passe la parole à David Habib pour le groupe Liberté Indépendants, Outre-mer et Territoire. Ça me surprend moi-même. Mais monsieur le Président général, Madame, beaucoup a été dit, donc je ne vais pas reprendre les questions, notamment celle de M. Sampastor qui permettait d'avoir un éclairage. Je voudrais simplement, en général, très rapidement, que vous nous indiquiez si les restrictions budgétaires qui sont annoncées toucheront votre centre. Si vous avez connaissance que votre budget souffrira d'une baisse de crédit et si le plan Famille 2 sera touché. Et je vais finir mon propos en vous demandant de ne plus mettre en cause le plus brillant des Béarnais, Tony Estanguet. Voilà, quand je suis dans cette salle, on n'attaque pas les Béarnais. Merci, Général. Alors, concernant le budget, c'est quand même assez... Pour l'instant, je n'ai pas de directive pour réduire la voilure. En revanche, il est exact que nous avons prévu de modifier les équilibres internes, ce qui n'est pas pareil, puisque les objectifs sont différents. Voilà, donc... Voilà. Et puis moi, je suis dans le temps long. Vous savez, les contrats, les ressources humaines, c'est quelque chose qui se gère avec circonspection. Et donc, j'ai des athlètes sous contrat, j'en suis responsable, je veille sur eux. Et donc, il est hors de question qu'on leur fasse des misères. Mais on est effectivement dans le temps long aussi vis-à-vis des compétitions. Et 2030, c'est demain en termes de préparation olympique. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous allons faire un effort dans le domaine hivernal. Voilà. Merci beaucoup. Je passe la parole à Mathieu Bloch du groupe UDR. Merci, Monsieur le Président. Général, Madame Hédon, tout d'abord, permettez-moi d'associer nos plus sincères remerciements et félicitations pour les exceptionnels résultats que vous avez obtenus tant sur ces Jeux olympiques que paralympiques. Je pense que vous avez fait notre fierté et vous avez su redonner pendant toute la période estivale le moral aux Français qui en avaient bien besoin en cette période. Et merci infiniment pour ça. Vous avez donné une très belle image de notre pays. Le CNSD a accompagné brillamment nos athlètes militaires pendant cette période, avant les Jeux et pendant les Jeux. Et donc avec brio, puisque vous avez obtenu plus d'un tiers des médailles à vous tout seul. Alors j'ignore la proportion d'athlètes militaires engagés sur la globalité des athlètes français participant aux Jeux. Néanmoins, j'imagine que ce ratio est plus qu'excellent. Et donc je me posais la question de savoir si, en toute modestie, quelle est la plus-value de l'accompagnement du CNSD dans la préparation des athlètes et quels étaient vos rapports avec les fédérations sportives qui seraient de nature à faire part de votre expérience et à les aider pour tirer l'ensemble du sport français vers le haut. Merci. Mon général. Merci beaucoup de votre question. Pour parler des fédérations, alors la plus-value, j'ai essayé de l'évoquer rapidement, on est dans la complémentarité. Il ne s'agit pas de refaire plus mal ce que d'autres font très bien.
Donc nous cherchons à être sur le volet l'accompagnement, l'esprit d'équipe, y compris quand on est dans des disciplines très individuelles. Voilà. Et c'est là où on joue notre rôle de catalyseur de compétences. On a également un souci tout particulier sur la santé de nos athlètes, puisque un athlète, c'est un petit bijou, mais ils sont parfois fragiles physiquement. Et donc la blessure, malheureusement, peut intervenir dans toutes les disciplines. Et là, on a un partenaire de premier plan, c'est le service de santé des armées. Voilà. Donc je vais laisser Gaël répondre juste après moi. Je serai très bref. Sur les fédérations, les disciplines en fait sont très différentes. Il y a des disciplines qui sont historiquement des domaines militaires, des disciplines, je pense l'escrime, les sports de combat, l'équitation, le rugby, etc. C'est des disciplines éminemment militaires. Il y en a qui le sont moins, et vous avez peut-être observé que nous avions des athlètes en BMX, par exemple, parce que nous souhaitons en fait rester très en prise avec la réalité de la jeunesse française, avec ses aspirations, ses centres d'intérêt. Ça, c'est notre volet influence et recrutement. Voilà. Donc, moi, je dialogue avec 28 fédérations, les relations sont excellentes, et on se voit régulièrement, pas seulement pour recruter des athlètes. Et franchement, il y a une complémentarité. Voilà. Après, on pourrait rentrer dans le détail, mais il faudrait un tout petit peu plus de temps. Oui, effectivement, il y a un accompagnement hors norme. Moi, je suis en Haute-Savoie et tout est mis en place. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. La prépa physique au 27e BCA, la prépa mentale, l'ORFA avec la gendarmerie à Annecy. Et si j'ai besoin de quoi que ce soit, en fait, je les appelle et ils vont essayer de trouver la solution justement pour m'accompagner le mieux possible au plus haut niveau. Et sinon, tout simplement, je vais à Fontainebleau et il y a tout sur place. Et c'est aussi le but des stages de formation militaire où on a un accompagnement. Voilà, si on a une blessure, il y a des médecins sur place et tout. Il y a tout sur place, donc il y a un accompagnement juste hors norme. Donc même quand on est décentralisé assez loin du CNSD, on va trouver des solutions justement pour pallier à ces besoins. Merci beaucoup, madame. Nous finissons donc les questions des orateurs de groupe et nous passons donc à une salve de plusieurs questions de collègues, de 5 questions. Et donc, première question sera posée par Pascal Gemst du Rassemblement national. Oui, merci Monsieur le Président. Mon général, alors, tout comme mes collègues, je tiens à saluer les performances de l'équipe d'athlètes militaires dite Armée de champions lors des Jeux olympiques de Paris. Nous leur devons de nombreuses médailles. Ayant été également gendarme, j'aimerais avoir une pensée toute particulière pour mes collègues sportifs olympiques et paralympiques. Le CNSD leur a permis de s'entraîner, de croire en eux, et pour certains, malgré leurs blessures. Chaque année, la gendarmerie enregistre environ 7600 blessés, que ce soit physiquement ou psychiquement. Les programmes d'entraînement du CNSD permettent à ces blessés de se reconstruire, voire de se découvrir une nouvelle vocation sportive, et cela même auprès des valides. Il me paraît intéressant de vous demander quelles sont les mesures mises en place par le CNSD pour accompagner les athlètes gendarmes dans leur double carrière sportive et militaire. Mais encore, comment faire en sorte que la thérapie sportive soit efficace pour réhabiliter certains gendarmes blessés? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Sylvain Maillard pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président. Une question, peut-être, mon général, vous l'avez dit rapidement, mais sur l'influence, vous en avez parlé tout à l'heure, et mon collègue Christophe Blanchet vous a interrogé dessus. Quelle est vraiment l'influence, au-delà du fait de se rencontrer, si vous pouvez en parler d'ailleurs, l'influence vers les armées étrangères? Une question peut-être aussi sur le sportif. Une question béotienne, ça fait progresser plus rapidement en grade le fait d'être au sein du bataillon de Joinville. Comment ça fonctionne très concrètement, même d'un point de vue par rémunération, organisation. On n'est pas rentré, je ne sais pas si on a le temps aujourd'hui, mais c'est intéressant de connaître. Et puis je me rappelle les bataillons de Joinville du temps de la conscription, c'était surtout à des moments où on était exonéré de la période militaire, donc c'était aussi pourquoi il y a eu beaucoup de sportifs de partout. Et puis dernière petite question, très très rapide. Un sportif de haut niveau, c'est avant tout quelqu'un qui a des capacités extrêmement fortes, entre autres psychologiques, d'opiniâtreté, d'investissement, de concentration très forte.
est-ce que tout est fait au maximum pour pouvoir les garder ensuite dans les armées? Parce que je pense que c'est vraiment des soldats ou des soldats tout à fait d'exception. Merci. La parole est à Romain Tonussi du Rassemblement national. Merci Monsieur le Président. Mon général, depuis 2021, les maisons Athos permettent aux militaires souffrant de blessures psychiques ou de troubles de stress post-traumatique d'être accompagnés vers une reconstruction progressive. Néanmoins, de l'aveu même des médecins du service de santé des armées que nous rencontrons régulièrement dans cette commission, la prise en charge des blessés psychiques est encore largement améliorable chez les militaires. Or, le Centre national de sport de la Défense a vocation à utiliser le sport pour mieux faciliter cette réhabilitation, notamment au sein du futur village des blessés 2025. Ainsi, ne serait-il pas pertinent de développer la rééducation par le sport pour les blessés psychiques et psychologiques en collaboration avec les maisons Athos? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Alexandre Dufossé pour le Rassemblement national. Merci, mon général. L'armée et l'école jouent un rôle important pour la cohésion sociale et nationale. Et dans ces deux institutions, le sport tient une place particulière. Justement, existe-t-il des passerelles entre le Centre national des sports de la Défense et l'Éducation nationale, des actions conjointes, des échanges même informels, par exemple dans le cadre des programmes sport-études? Cela pourrait être le vecteur d'une meilleure visibilité de l'armée auprès des jeunes et un outil favorisant le recrutement. Je vous remercie. Merci. Et enfin, dernière question de Stéphanie Galzi du Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Mon général, Madame, participer à des événements internationaux tels que les Jeux olympiques et paralympiques offre de nombreux avantages pour nos soldats, renforçant ainsi l'image positive de nos forces armées auprès de la société. Nos soldats acquièrent des compétences essentielles comme la discipline, la résilience et le travail en équipe, qui sont valorisées tant sur le terrain militaire que dans le sport. Ces compétences contribuent à former des individus exemplaires, capables de relever les défis les plus exigeants. En représentant notre pays sur une scène internationale, nos soldats gagnent en visibilité et en reconnaissance, renforçant ainsi le lien entre les forces armées et les citoyens. Les valeurs telles que l'honneur, le courage et la loyauté sont mises en avant lors de ces compétitions. En tenant compte des compétences acquises et de la promotion des valeurs militaires, comment l'armée peut-elle maximiser ses avantages et renforcer le lien de confiance avec le public? Quelle stratégie spécifique pourrait être mise en place pour garantir que cette participation ait un impact durable sur la perception des militaires par la société? Je vous remercie. Merci à toutes et tous. Madame, mon général, à vous de répondre. Bien, je vais commencer par répondre aux questions qui concernent la reconstruction de nos blessés par le sport. Pour vous expliquer que nous structurons cette reconstruction par le sport pilotée par le CNSD en 3 étapes. Tout d'abord, nous allons dans les hôpitaux militaires en service de rééducation fonctionnelle tous les 15 jours, en tout cas à Percy tous les 15 jours, pour proposer à nos camarades blessés des disciplines qu'ils ne connaissent pas. Il s'agit de leur faire prendre conscience de leurs possibilités, de leur donner envie de quitter la partie médicalisée de leur reconstruction et de les aider à accepter leur corps transformé et meurtri. La deuxième étape, c'est les faire venir chez nous au Centre national des sports de la Défense et là, de leur faire découvrir de façon un peu plus large des disciplines qui sont éloignées de leur connaissance. Et pour ceux qui en manifestent l'envie, la troisième étape, c'est la voie de la compétition. Au début, la compétition locale, départementale, régionale. Et puis pour ceux qui en développent le goût, ça peut aller jusqu'aux Jeux olympiques. Voilà. Vous avez un exemple de cette reconstruction en la personne, et il est connu maintenant, donc on peut le citer, c'est Jean-Louis Michaud, qui dans une discipline voisine, en tir carabine, donc a obtenu une médaille aux Jeux paralympiques. Donc c'est un garçon blessé en opération qui s'est reconstruit par le sport et par sa force d'âme, il faut le dire, avec l'appui du service de santé des armées, avec l'appui du CNSD et en suivant ce processus. Je fais une incidente sur les maisons Athos. Effectivement, les maisons Athos sont ciblées sur le blessé psychique et nous avons nous-mêmes la reconstruction des blessés psychiques dans notre champ d'action. Aller dans les maisons Athos pour porter la bonne parole,
c'est peut-être utile, mais d'autres sont capables de le faire à partir des structures régionales ou locales. Nous sommes plutôt dans l'accompagnement de ceux qui, je dirais, ont trouvé une certaine autonomie et viennent à nous sur le CNSD. Je trouve qu'actuellement, l'attractivité du CNSD est bonne, elle est presque un peu trop bonne pour nos possibilités. Et il faut aussi stabiliser notre organisation interne. Mais globalement, nous avons la possibilité par le sport militaire d'offrir des compétitions amicales aux blessés psychiques, ce qui est évidemment une chose assez rare, puisque dans le monde du parasport, vous n'avez pas de compétition, enfin, que je sache, pour des blessés psychiques. Et l'intérêt des Invictus Games, dont nous parlions tout à l'heure, et de ce genre de compétition organisée par les armées, c'est qu'elles mettent ensemble les blessés physiques comme les blessés psychiques, et finalement ils se soutiennent mutuellement. Oui, vas-y. Concernant les maisons Athos, justement, les athlètes aussi, c'est à nous d'intervenir dans les maisons Athos, discuter avec eux, prendre du temps avec eux et faire des activités avec eux. Et concernant les gendarmes, justement, la région de gendarmerie me demande d'intervenir à la région lors de la journée des blessés et tout. Et c'est des journées très riches et c'est donnant-donnant dans les deux sens. Donc c'est ça qui est intéressant, oui. Je vais répondre à la question qui porte sur les avancements, puisque c'est un sujet qui n'est pas tabou. Je parle de deux, hein, en fait, bien sûr. Ici, il n'y a pas de sujet tabou pour ce qui me concerne. Évidemment, l'avancement militaire pour nos athlètes du bataillon de Joinville qui sont militaires est complètement dérogatoire par rapport au système classique. Néanmoins, nous leur demandons de réaliser quelques stages militaires chez nous, alors qu'ils sont raccourcis, simplifiés. Mais il faut, pour porter dignement l'uniforme et pour porter une parole, je dirais, pertinente sur les armées, il faut connaître les armées. Et donc, voilà, ce genre de stage est absolument indispensable. On essaye de multiplier les stages tout au long de l'année pour permettre à nos athlètes qui ont un emploi de temps de niveau quasi ministériel, n'est-ce pas, Gaël, de trouver le bon moment pour venir dans leur préparation. Voilà. Mais une fois que ces passages obligés sont réalisés, les meilleurs leviers d'avancement se situent dans les podiums. Et ceux qui réalisent des titres, championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux olympiques a fortiori, donc progressent. Et c'est comme ça que vous avez au sein du bataillon de Joinville des gens qui sont maréchaux des logis ou sergents. On peut citer par exemple notre camarade escrimeur Enzo Lefort de l'armée de l'air. Comme ça on ne parlera pas toujours... pas uniquement de l'armée de terre. Enzo Lefort, hein, qui est aviateur, il a un niveau de sergent compte tenu de des médailles et des brillants résultats qu'il a obtenus. Donc c'est un système qui est assez encadré, mais qui fonctionne. Vous avez évoqué la force d'âme et la puissance de concentration des athlètes de haut niveau, c'est tout à fait exact. Et c'est une des raisons qui nous font effectivement leur ouvrir grandes les portes des armées pour une deuxième carrière. Mais nous sommes attentifs aussi à l'équilibre de chacun. Et après avoir dignement servi les armées françaises, nous ne forçons personne. Donc il s'agit vraiment de répondre à une aspiration. Et pour chacun de ces athlètes qui a pu passer une dizaine d'années chez nous, on leur laisse le temps de se déterminer, de se retrouver, de faire un peu une introspection nécessaire, car la fin d'une carrière de sportif de haut niveau, c'est quand même un tournant assez... voilà, c'est un vrai tournant, concrètement. Je peux un autre exemple, je pense à notre skieuse alpin, c'est... non, on valide. Bon. Son nom m'échappe, elle est du Grand Bornand. Tessa Worley, par exemple, qui est adjudant chez nous. Bon, elle termine sa carrière, elle vient d'avoir un petit garçon, et voilà, on la conserve sur nos tablettes pour sa reconversion personnelle, et il est probable qu'elle va trouver, voilà, elle va se reconvertir dans le civil. Mais vous voyez, c'est un temps de reconversion qui aura pris finalement plusieurs mois, et ça fait partie de l'accompagnement que les armées offrent à leurs militaires, donc les sportifs comme les autres. La question de la cohésion nationale, alors c'est évidemment, enfin, ou plutôt de l'apport, je suis
je reprends, la question de l'apport que les sportifs militaires et donc les armées peuvent apporter dans les sujets de cohésion nationale et le lien avec l'éducation nationale. Alors je vais essayer prendre un exemple concret. Vous connaissez sans doute l'existence des trinômes académiques qui rapprochent à la fois les armées, le ministère de l'Éducation nationale, les partenaires tels que l'Institut des hautes études de la défense nationale. On a en région ce genre de dispositif qui fonctionne bien et qui met en relation des ministères assez divers et qui nous donne la possibilité donc d'échanger et de faire partager les valeurs militaires. Et donc à la suite des Jeux Olympiques, nous avons été approchés par un certain nombre de trinômes académiques pour organiser une journée dédiée non pas aux élèves, parce que ce serait difficile d'être efficace, mais plutôt aux enseignants. Et donc là, on va s'adresser en 2024-25 aux enseignants qui soient historiquement ou c'est très souvent des professeurs d'histoire-géographie qui ont un intérêt plus marqué pour la chose militaire, mais ce n'est pas du tout exclusif. Là, c'est l'occasion de s'adresser aussi aux professeurs d'éducation physique, à ceux qui encadrent les étudiants dans les organismes qui forment dans les filières STAPS. Donc il y a un vrai levier là que nous entendons utiliser pour tirer bénéfice, et bénéfice au sens très large et pour tout le monde, de ce rayonnement des armées par le sport. Et tu veux ajouter ? Oui, juste mon expérience, encore une fois. Avec ma reprise d'études, justement, j'interviens auprès des facultés. Et voilà, là, je parle de l'armée, je parle du bataillon de Joinville. Voilà, je suis étudiante. Là, j'étais étudiante à l'Université de Toulouse, mais je fais partie aussi du bataillon de Joinville. Donc voilà, c'est aussi, nous, de mettre toujours une petite pierre à l'édifice pour faire entendre la voix de l'armée. Le sujet de l'influence... Alors c'est un sujet qui par essence est assez difficile à quantifier. Ce que je peux dire, c'est que dans le champ des sports militaires, l'armée française est très regardée et que quand je me rends à ces réunions de l'Assemblée générale du Conseil international du sport militaire et que j'ai eu l'occasion de prendre la parole à plusieurs reprises, il y a une vraie attention dans l'assistance, même s'il y a 100 personnes de 100 nations différentes. Et en fait, on comprend, quand on dialogue avec mes homologues, que ce n'est pas seulement les performances des sportifs militaires qui sont regardées et qui font la notoriété des sports militaires, c'est à la fois les efforts de coopération dans le domaine de la formation des cadres. Et nous avons une tradition de formation en France, dans les armées, qui s'adresse à beaucoup d'interlocuteurs étrangers et qui sème une bonne graine et qui sème une certaine façon d'enseigner au service des élèves. Et je crois que c'est très apprécié dans les coopérations militaires internationales. On peut dire que les armées, plutôt les sports militaires, sont en quelque sorte le temps long des relations internationales militaires, c'est-à-dire que nous semons probablement de bonnes graines de coopération avec des nations. Nous sommes là aussi parfois pour soigner un ego blessé d'une nation d'une armée étrangère avec laquelle on a pu avoir des difficultés. Nous sommes un petit levier utilisable et à la disposition de nos autorités pour passer un message ou pour être tout simplement présent. Je prenais l'exemple du Pacifique, puisque c'est une région sur laquelle les armées françaises ont une mission particulière et un regard particulier. Quand on arrive à faire venir 5 nations du Pacifique à une compétition mondiale en France, ça représente en fait quelque chose et c'est une façon de resserrer des liens qui parfois ont pu être un peu distendus. Et ce que je voulais également souligner, c'est que dans cette audience des sports militaires internationales, il n'y a pas que la compétition ou la coopération dans le domaine de la formation qui laisse des traces positives. Il y a également le comportement des armées françaises dans leurs opérations. Et c'est ce qui m'a beaucoup frappé, puisque moi je ne suis pas un sportif de haut niveau, j'ai plutôt une carrière d'opérationnel. Et ce qui m'a frappé, c'est que si la France est écoutée dans cette audience un peu spécifique du sport,
c'est parce que l'armée française est présente sur de nombreux théâtres d'opération et qu'elle y fait la preuve de ses qualités. Un mot de conclusion, madame, peut-être? Non? Non, eh bien, écoutez, merci beaucoup, mon général. Le sport militaire est très regardé, mais ça tombe bien parce que l'Assemblée nationale est très écoutée et très regardée. Donc, votre présence ici participera au rayonnement du sport militaire. Merci beaucoup. Merci, mes chers collègues, pour votre présence, vos questions très intéressantes et aussi pour le temps que vous avez pu respecter. C'est vrai que le temps des questions est souvent court, mais je vous remercie chaleureusement parce que chacun d'entre vous a su respecter le temps. Et je vous dis donc à tout à l'heure, 15h30, pour une audition avec le chef d'état-major des armées. Je vous remercie. Et un temps moins officiel et réservé avec nos deux invités, si vous le souhaitez. Merci à tous. À tout à l'heure.